Je m'appelle Tatiana Carnier, je suis habitante de l'Hérault. Je suis née à Montpellier, maintenant je suis installée dans une petite ville qui s'appelle Lodève, qui est située entre Montpellier et Millau, au pied du plateau de Larzac. Et je suis accompagnatrice de projets depuis une dizaine d'années, en collaboration avec la SIC AppFab. Je fais des prestations pour la société coopérative d'intérêt collectif qui a pour vocation de développer l'habitat participatif sur l'Occitanie. Et avant, je viens du monde de l'architecture, j'étais collaboratrice d'architecte pendant une quinzaine d'années en agence. Donc, je suis maître d'œuvre sur des projets de réhabilitation petite échelle, uniquement pour l'habitation et les particuliers, et accompagnatrice de projets pour des choses plus grandes. Mais donc c'est vraiment en amont comment on accompagne l'émergence de ces projets-là avant de passer vraiment au chantier, à tout ce qui est pratique architecturale, tout ce qu'il faut mettre en place pour que la base soit bonne et que ça avance vers une réalisation, une réussite. Alors, je fais partie d'un collectif d'amis de très longue date avec qui on a acheté un terrain, un parc résidentiel de loisirs, donc plutôt un ancien camping en Aveyron. Donc c'est pas à Lodève, je suis locataire à Lodève et ce projet il est né parce que il y a des amis déjà installés sur place et qu'on a envie de faire plutôt un projet un projet ouvert en milieu très rural avec une association qui gérait de l'événementiel et plutôt des habitats réversibles. Puisque sur les terrains de camping, on peut construire uniquement 35 mètres carrés maximum de bâti. Et là, l'enjeu, c'est de le faire en plus réversible, c'est-à-dire démontable, pas de fondation en dur. Voilà. Et ça, c'est tout neuf puisqu'on a acheté l'été dernier. Et là, on va faire la première soirée d'inauguration avec plutôt destiné aux voisins en mai. Le processus des montages des projets, c'est très itératif. Et on parle du très global pour aller de plus en plus dans le détail. Et c'est important chaque fois sur le global de se mettre d'accord. Et plutôt que de vouloir tout de suite aller sur du très détaillé et on se perd. Et du coup, comme tous les sujets sont liés, si on commence à tout vouloir attaquer dans le détail, chaque fois qu'on va aller très loin dans un sujet, et en fait, quand on va faire le lien avec un autre sujet, ça va être remis en question. Donc, essayer de trouver, donc, que ce soit, là, par exemple, la raison d'être, qu'est-ce qui nous réunit dans le projet, quel est l'état de nos finances et comment est-ce qu'on va pouvoir réaliser un projet, qu'est-ce qu'on a envie de partager ensemble et de pas partager, de quelle manière on veut vraiment être sur du très commun, ou au contraire, il y a des questions d'héritage, des choses comme ça qui font qu'il y a envie de partager des choses en commun, mais pas forcément de partager un patrimoine. Toutes ces questions-là, c'est bien de petit à petit les amener, en parler de façon informelle, avant de vouloir forcément, par exemple, trouver le statut juridique. Souvent, les groupes, ils arrivent avec des choses très techniques. Dès le départ, le statut juridique, il faut que ce soit ça. L'architecture, on veut ça. Alors que pour moi, il y a vraiment toutes ces questions-là très. C'est quoi les besoins en amont qui sont importants de tricoter. Et ça, c'est des méthodologies que j'ai appris en formation. Alors qu'à l'époque où j'ai partagé ce projet, eh ben, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que ça a échoué. On est parti de façon très instinctive et sans vraiment se structurer sur ces questions-là. Généralement, c'est normal que les collectifs se lancent de façon instinctive, à moins qu'il y ait déjà un accompagnateur dans le groupe, mais c'est une partie de la normalité des projets, d'avoir juste l'enthousiasme du départ et de ne pas essayer justement. Le MOOC est intéressant pour ça, c'est intéressant de se former, mais garder cet enthousiasme, c'est bien, et de ne pas vouloir tout de suite être très très cadré. Et en tant qu'accompagnatrice, j'essaie vraiment d'être au service de cette énergie de départ qui est un peu, des fois bordélique. Le dernier projet que j'ai accompagné, l'Ouvert de la Soulanque, ça s'est vraiment lancé sur un enthousiasme très militant, très fort, etc. Et moi, je me suis mis au service de ça. Il y avait des compétences en interne, il y a des sujets que j'aborde en général, dans lesquels j'ai un énorme ADN, qui est la programmation architecturale et tout ça. Là, je me suis retirée là-dessus parce qu'il y avait déjà l'expertise. Et vraiment d'essayer de venir amener petit à petit des outils pour aider le groupe à garder cet enthousiasme du départ, à vouloir pas tout de suite vouloir être très cadré, mais amener des méthodologies qui petit à petit dans le groupe s'emparent en fait et qui aident à construire. Mais en tout cas, l'enthousiasme de départ et l'instinct de faire ensemble, c'est bien de l'observer et essayer d'accompagner pour structurer petit à petit. C'est très important l'enthousiasme parce que pour moi, c'est ça qui peut donner envie. Comme c'est des projets qui sont lourds, complexes, avec beaucoup de quêtes techniques et des enjeux financiers hyper importants, s'il n'y a pas cet élan de départ et un groupe du coup qui garde de la joie, malgré la montagne à porter petit à petit, qui découvre petit à petit, c'est compliqué d'intégrer des nouveaux parce que du coup,
ça fait peur un petit peu, et que s'il n'y a pas quelque chose de très attractif. Alors du coup, ce groupe-là de l'île au vert, c'est un très bon exemple, parce qu'eux, ils sont partis sur quelque chose... C'était vraiment une montagne qu'ils sont déplacés, parce que c'est 22 logements, du logement social locatif, donc des partenariats avec le département, avec la collectivité, c'est assez complexe, un budget à 4,5 millions, enfin, voilà. Et du coup, si on présente les choses comme ça, si on part pas de l'enthousiasme, du pourquoi, en fait, les gens arrivent, voient un petit peu qu'est-ce qui les attend, et puis ils retirent leur billet parce que c'est trop complexe. Donc l'intégration, le fait que justement ce groupe-là soit enthousiaste, très vivant, voire un peu rock'n'roll des fois ça, les réunions, ça partait en sucette et tout ça, mais il y a quelque chose de très vivant qui a souvent été attractif, qui en même temps fait le tri, parce que les personnes qui sont plutôt observateurs, etc., ils sont pas venus en fait sur ce projet-là. Et donc après l'enjeu pour intégrer bien les personnes, c'est que le groupe qui a déjà beaucoup de choses à porter se structure pour que quand même ils soient en capacité d'accueillir les nouveaux. Parce que si, pareil, si le groupe se focalise sur la technique, il néglige l'humain et donc l'accueil se fait pas bien. Donc en général, c'est les groupes de travail qui aident à faire ça. C'est-à-dire que l'enjeu est très énorme, mais c'est un groupe qui le porte. Et du coup, il faut pas que les habitants aient envie de tout faire, mais plutôt qu'ils essaient de trouver une place qui leur va bien. Et donc, il y a des personnes qui vont être très dans la technique, qui vont plutôt rejoindre le groupe d'architecture et qui vont être complètement à leur place. Et d'autres qui vont être plutôt avoir envie de faire à manger, d'être dans l'accueil, de faire en sorte que les réunions se passent bien parce que tout est prévu pour que ça soit agréable. Et ils vont aussi trouver leur place. Et c'est et donc ce groupe-là qui s'occupe de l'accueil va être en charge d'accueillir les nouveaux et de répondre aux questions, d'être souvent on nomme un référent aussi, qui est une personne privilégiée, parce quand une personne seule arrive face à un groupe, des fois de 10, 20 personnes, qui est très mobilisée sur son projet, qui des fois n'explique pas les acronymes, ne va pas forcément redétricoter à chaque fois là où ils en sont, puisqu'ils sont bien avancés, donc quelqu'un de nouveau qui découvre l'habitat participatif va pouvoir être un peu déplacé par l'ampleur des informations, et donc c'est cette personne référente qui va être l'interlocuteur privilégié. Ça marche assez bien. Et petit à petit, et moi ce que je m'attache aussi à faire, parce que généralement en tant qu'accompagnatrice, j'ai toujours des rencontres aussi avec ces personnes-là. On parle finance, on parle des choses un peu techniques avec elles. Et donc je leur dis vraiment, n'essayez pas d'appréhender tout rapidement. Vous avez 2, 3 mois, généralement il y a une période d'intégration qui fait que la découverte de l'ensemble, il y a au moins 3 à 6 mois pour le faire, et que les gens ne sont pas engagés très en avant pendant cette période-là. Il y a vraiment une période d'observation mutuelle et humain, est-ce qu'on travaille bien ensemble et tout ça, et pour les personnes qui arrivent, est-ce que vraiment j'ai envie d'y aller parce que je me sens attirée par ça, je sais que les réunions c'est pour moi, il en faut toujours un minimum, même si je vais trouver ma place, il y a quand même un minimum de commun à tisser, donc ça demande de travailler ensemble en fait. Ce matin, on parlait du poids du collectif et qu'il faut bouger, qu'on est à plusieurs, il y en a toujours un qui a oublié son sac, c'est toujours un peu lourd. Ce qui vient compenser complètement pour moi ça, c'est la puissance du collectif. Et la puissance du collectif, c'est on a un énorme projet à faire où il y a 10 000 sujets à traiter, du financier, du juridique, de l'architecture et tout. Et parce qu'on se structure bien, on voit comment le projet avance sans nous, en fait. Et c'est ça qui est magique. On a une petite partie à s'occuper. Et à chaque réunion, on découvre qu'un groupe, le groupe architecture, a avancé sur ça. Enfin, c'est cette puissance-là de voir comment ça peut avancer de façon efficace sans qu'on ait à s'occuper de tout. C'est ça qui crée l'appétence, en fait, vraiment, pour le faire ensemble. Les conseils aujourd'hui que je donne au groupe, c'est vraiment de ne pas se concentrer uniquement sur soi dans cette partie, même si c'est très dense et que le collectif a déjà à s'apprivoiser, a beaucoup de sujets à traiter, mais de vraiment prendre soin déjà, d'aller voir les voisins, présenter, expliquer ce que c'est le projet, parce que quand on commence à avoir des on-dit autour de qu'est-ce qu'on va faire, etc., c'est très difficile de revenir en arrière. Pour des gens qui ont envie, mais qui savent pas trop, qui ont une appétence pour ça, qui aimeraient bien se projeter dans un projet comme ça, mais pour qui c'est pas du tout évident de savoir par où le prendre. Un réseau aujourd'hui existe et vraiment, moi j'encourage les gens à s'en emparer. Il y a des journées portes ouvertes de l'habitat participatif, il y a une carte où on peut trouver les coordonnées de groupes existants installés. Et donc, mais vraiment ne pas hésiter à aller visiter les projets parce qu'il y a à chaque visite, moi j'apprends des choses, même aujourd'hui après 10 ans. Et donc c'est vraiment l'occasion de se faire. Donc si vous êtes en groupe,
Réunissez-vous pour faire des vacances villes d'habitat participatif. En plus, il y en a qui hébergent les gens, donc ça peut même se faire des vacances habitat participatif et s'émerger, voilà, s'immerger dans des groupes pour déconstruire la montagne et voir que petit à petit, il faut du temps et il faut de l'investissement, mais c'est possible. Et la dimension de projet de vie, elle est quelque part réelle, hein, puisque du coup, c'est un investissement sur des années déjà pour monter le projet. Alors, à moins d'arriver un peu sur la fin, sur un coup de chance, ça peut arriver. Mais en tout cas, souvent, c'est des personnes qui sont engagées de longue date dans un projet et qui ont des années avant de vraiment entrer dans leur lieu de vie, pour ceux qui sont les fondateurs du projet. Donc, ça existe, c'est des investissements importants, donc forcément. Par contre, moi, je pense qu'il ne faut vraiment pas se sentir enfermé. De toute façon, sur cette idée de c'est du long cours, c'est trop long, etc., toutes les personnes avec qui j'en ai discuté, effectivement c'est long, mais le chemin est tellement intéressant et les relations qui en découlent sont tellement fortes, c'est vraiment une aventure en fait. Je connais personne qui soit allé de son propre chef dans un habitat participatif, donc qui a une appétence pour le collectif, pour apprendre, voilà, tout ça, qui regrette. Souvent les gens restent et puis des fois ils ont besoin de partir pour la vie des fois les amène à partir, mais en tout cas c'est une expérience qu'on trouve rarement ailleurs dans notre société et qui est très constructive, voire des fois qui change carrément le chemin de vie, c'est-à-dire qu'ils quittent leur projet d'habitat participatif, mais ils vont continuer dans la dimension collective du montage de projet parce qu'ils ont trouvé quelque chose d'hyper nourrissant là-dedans. Il y a aussi la possibilité de réintégrer un nouveau projet parce qu'ils arrivent avec une expérience et un réseau, puisque le réseau aussi Habitat Participatif est très fort. Donc je pense qu'il ne faut pas en tout cas se focaliser sur l'idée de la peur. Je pense que c'est vraiment des projets, quand on a de l'appétence pour ça, qui sont extrêmement riches. Et chaque fois qu'on a des rencontres avec les réseaux, là on est sur l'Assemblée Générale d'Habitat Participatif France, chaque fois on voit cette émulation extrêmement forte. Et pour moi, il faut le voir comme une aventure de vie en fait, l'idée d'intégrer un projet comme ça.